Yahweh batela Nikongo. Yahweh, Yahweh bénissa Nikongo. Yahweh, Yahweh batela Nikongo. À toutes et à tous, merci de nous rejoindre et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Ma Bannière Télévision. Débutons ce journal par la grève des médecins du secteur public qui prend une tournure assez importante. Après le service minimum et la polarisation des urgences, le syndicat national des médecins, SINAMED, en sigle, durcit encore son mouvement sous la forme de médecins. Hôpital sans médecins. Roger Missamou nous en donne les détails. Depuis le lundi 1er août 2022, le syndicat national de médecins SINAMED a annoncé la radicalisation de la grève de médecins du secteur public sous la forme d'hôpital sans médecins sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. La province du Congo central ne fait donc pas l'exception à ces mouvements de grève. Nous étions au stade de la radicalisation de la grève sous sa forme de la polarisation des urgences. Mais pour le moment, nous avons passé à une autre étape, la radicalisation de la grève, mais maintenant sous sa forme d'hôpital sans médecin. Et dans ce mouvement-là, dans cette forme-là, de l'hôpital sans médecin, comme modalité, nous nous sommes dit, les médecins directeurs et les médecins chefs de staff restent à l'hôpital pour des aspects administratifs et que... il y a des malades qui sont en hospitalisation, ils seront donc suivis par ces deux-là, à savoir le médecin directeur et le médecin chef de staff. Pour les secrétaires exécutifs provinciaux du syndicat national de médecins SINAMED au Congo central, Dr Koshi Pambonzita, ce mouvement de grève qui a débuté par le service minimum est arrivé à l'hôpital sans médecin suite au non-respect des engagements par le gouvernement central. Nous grèvons parce que nous revendiquons nos droits. Il y a eu des protocoles et des protocoles que nous avons signés avec le gouvernement de la République, que ce soit le gouvernement passé ou le gouvernement actuel. Mais aucun n'a pu honorer ses engagements. Aucun. Pour rappel, cette grève a été déclenchée le mercredi 6 juillet 2022, mais faute de l'évolution des négociations entre gouvernement et banque syndicale, elle a été durcie sous sa forme d'hôpital sans médecin. Et toujours dans le même chapitre, le secrétaire exécutif provincial du syndicat national des médecins, Dr Koshi Pambou, a fixé l'opinion sur les revendications qui ont poussé les médecins du secteur public à faire cette grève d'hôpital sans médecin. Il est au micro de Roger Missamou. Nos revendications se concrétisent en deux points. Il y a le volet administratif et le volet pécuniaire. Dans le volet administratif, nous revendiquons ce qui suit. Premièrement, c'est l'admission sous statut de plus de 10 000 médecins non matriculés. Donc, parmi ces médecins-là, il y en a qui ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 10 ans, sans être admis sous statut. Donc, en réalité, ce sont des médecins journaliers de la République. Donc, voilà pourquoi nous demandons au gouvernement d'admettre ces médecins-là sous statut. Et toujours dans le volet administratif, comme deuxième point, nous demandons à ce que le gouvernement puisse mécaniser plus de 6 000 médecins qui ont les numéros matricules, mais qui ne sont pas encore payés, qu'on les mécanise. Et puis, il y a aussi la notification des médecins qui ont été promis en grade, mais jusque-là, ils n'ont pas été notifiés. Ça fait maintenant bientôt 3 ans. Mais nous tenons à féliciter aussi les chefs de l'État qui a bien voulu signer une ordonnance en avancement en grade pour les médecins généraux, les chefs cliniques et les résidents. Et là encore, nous attendons que ces médecins-là puissent être notifiés par notre ministère de la Santé.
Pour le volet pécuniaire, nous réclamons à ce que le gouvernement puisse payer les médecins qui travaillent. Nous avons des médecins qui ne sont pas primés et nous demandons au gouvernement que ces médecins-là soient payés. Nous demandons aussi que le gouvernement puisse nous payer les indemnités dites immunisées, notamment les logements et les transports, qui a été déjà décidé depuis la négociation qu'on a eue en août 2021. On va rester dans le Congo central, en Mbanza-Ngungu, province éducationnelle, de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Congo central 2, où Jean Tshisekedi Kabasele a répercuté l'instruction du ministre de tutelle sur les dispositions pratiques de la rentrée scolaire 2022-2023. Images et commentaires. À travers un communiqué de service lu le mardi 2 août 2022 en Mbanza-Ngungu, le directeur de la province éducationnelle de l'EPST Congo Central D, Jean Tshisekedi Kabasele, a annoncé les dispositions pratiques pour la rentrée scolaire 2022-2023 le 5 septembre prochain, conformément à l'instruction du ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, question de prévenir le dérapage dans les chefs d'établissement de sa juridiction. Les dispositions pratiques à observer pour une bonne rentrée scolaire 2022-2023 fixée au 5 septembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. 1. Les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes et la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix. Ils ne peuvent donc être abstrait à aucune obligation. 2. Les frais scolaires doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale. 3. Les inscriptions sont gratuites et doivent être faites aux dates fixées par les calendriers scolaires 2022-2023, soit du lundi 22 au samedi 27 août 2022. Les prophètes Jean Tshisekedi Kabasele sonnent la trompette aux oreilles des gestionnaires d'école sur cette série de mesures dont le respect à la lettre de la gratuité des inscriptions au niveau primaire dans les secteurs publics, la lutte contre la discrimination des apprenants et tant d'autres pour une rentrée scolaire apaisée. Rendons-nous à Kinshasa, au ministère des Affaires foncières, où le ministre de tutelle Molendo Sakombi a signé un contrat de partenariat avec la société Iprocide, partenariat qui consiste à la digitalisation de tous les services du ministère des Affaires foncières. Suivez. La concrétisation du projet dénommé Plan national du numérique Horizon 2025 du gouvernement congolais se dessine. Le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, a signé le mardi 2 août 2022 un contrat avec le directeur général de la firme. Il procède. Ces partenariats visent la digitalisation des services du ministère des Affaires foncières sur base d'un programme dénommé e-foncier. La signature de ces protocoles d'accord s'est déroulée en présence du ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, représentant le ministre du numérique Eberand Kolengele. Selon le ministre national des Affaires foncières, le projet e-foncier a comme objectif sécurisation des titres fonciers et immobiliers, la numérisation du cadastre et la modernisation du secteur foncier. Pour le ministre de la Communication, la signature de ces contrats est une véritable révolution. Et cette initiative viendra apporter une véritable révolution avec une centralisation de toutes les données du pays qui permettra d'être sûr au moins que notre terre est bien gérée. Vous savez que la terre, c'est la principale source de richesse à la fois pour les Congolais et pour le Congo. Le directeur général de Iproced
a par contre fait mention aux objectifs. Le fait qu'en termes d'emplois directement créés par Eprocid, on parle ici de 1500 positions sur le territoire national, donc c'est une contribution directe avec des retombées estimées aux alentours de 4 à 5 000 emplois indirects. Donc c'est une contribution somme toute très concrète, mais aussi et surtout au travers des campagnes de formation, de mise à jour en termes technologiques du personnel de l'État, en l'occurrence ici des affaires foncières. La mise en place de ces services va mettre fin à la problématique des conflits fonciers en République démocratique du Congo, a renchéri les ministres des tutelles. Et le gouvernement congolais, quant à lui, a exprimé par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Adolphe Lutundula, vouloir le départ immédiat et sans délai du porte-parole de la mission onusienne en RDC, MONUSCO, du territoire congolais. C'est un élément de Glodino Lukanou qui a été rendu par Mamine Bodi. Les gouvernements congolais de la République démocratique du Congo demandent à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC MONUSCO l'expulsion de son porte-parole en RDC, M. Mathias Gilman. Dans une correspondance adressée le 28 juillet 2022 au chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo, le ministre national des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, exprime le vœu du gouvernement, celui de faire quitter Mathias Gilman de sa juridiction dans un bref délai. Pour le gouvernement congolais, la présence de ces fonctionnaires de l'ONU sur le territoire national n'est pas de nature à favoriser un climat de confiance mutuelle et de sérénité si indispensable entre les institutions congolaises et la MONUSCO pour avoir tenu des propos qui ont conduit aux manifestations sanglantes depuis le 25 juillet dans la province du Nord Kivu. Au cours d'une interview accordée à la Radio France Internationale, le porte-parole de la MONUSCO avait répondu à quelques Congolais qu'il accusait la MONUSCO de ne pas combattre les groupes armés actifs sur le sol congolais. Mathias Gilman avait affirmé que la MONUSCO ne disposait pas des moyens militaires pour faire face au M23. Pour rappel, le bilan de manifestations anti-MONUSCO fait état de 36 morts, 170 blessés et plusieurs installations de la mission de l'ONU saccagées. Et on va parler sécurité dans l'actualité internationale. La Maison-Blanche a annoncé ce mardi 2 août 2022 la mort du chef du mouvement terroriste Al-Qaïda en Afghanistan. Il a été tué par un tir de précision d'un drone américain. Suivez. Kaboul, tôt, dimanche matin. De la fumée s'échappe de ce bâtiment. Le chef d'Al-Qaïda, l'Égyptien Ayman al-Zawahiri, vient d'être tué par une frappe de drone américain. Il était l'un des terroristes les plus recherchés au monde, l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre qui avait succédé à Oussama Ben Laden à la tête de l'organisation terroriste islamiste. Près d'un an après le départ chaotique des troupes américaines d'Afghanistan, le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche s'est félicité de la réussite de cette opération. Cette action démontre que même sans les forces américaines sur le terrain en Afghanistan, nous restons capables d'identifier et de localiser le terroriste le plus recherché du monde, puis de prendre des mesures nécessaires pour l'éliminer. Dans les rues de la capitale afghane, certains habitants restent sceptiques, comme Mohammad, étudiant. Je ne pense pas que le chef d'Al-Qaïda se trouvait à Kaboul, estime-t-il. Il s'agit d'un groupe terroriste. Je ne pense pas qu'ils puissent envoyer leur chef en Afghanistan. Et l'attaque qui s'est produite n'était selon moi qu'une attaque pour créer la peur parmi les gens. À New York, où près de 3000 personnes ont été tuées dans les attentats de 2001, l'heure était plutôt au soulagement. Charles, qui a perdu sa femme le 11 septembre, est venu se recueillir. Je suis ravi, dit-il. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu ce picotement du bas de ma colonne vertébrale jusqu'à mon cou. C'était juste waouh, juste comme ça. Ça a été agréable à entendre. Près de 20 ans après les attentats du 11 septembre, l'émotion est toujours tangible sur le site du World Trade Center.
Voilà, c'est donc par cette nouvelle funèbre que prend fin ce journal. Merci à Shadrach Mavungu, à Christian Timba pour la réalisation de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve très très prochainement, toujours avec le même plaisir. Au revoir à tous.